Bonjour à toutes et à tous, on finit les petits réglages techniques et puis on va démarrer à l'heure par la suite. À tout de suite. Ça serait bien que tu cites locaux, mais essaye de trouver que ça se trompe pas. Guillaume D, trouve oui. ton,
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans 5 petites minutes, tranquillement. Et en attendant, vous pouvez aller dans le chat, vous présenter et expliquer les derniers trucs que vous avez plantés de votre côté. On se retrouve dans 5 minutes. Je vous mets un petit peu de musique. En attendant, on démarre à 35. Allez vous prendre un verre d'eau, mettez-vous à l'aise et on démarre tranquillement. À tout de suite. Un verre d'eau. Et c'est parti. Eh bien, 18h35. Bonjour à toutes et à tous. On est le mardi 5 mai. On est à 6 jours du déconfinement.
Et c'est la fête en ce moment pour se dire tout simplement qu'on va avoir une nouvelle période un peu plus libre avec de nouvelles incertitudes, avec de nouveau des choses dont on ne va pas avoir la connaissance et on va pouvoir avancer. Et en plus de ça, on a avec nous un duo de Guillaume ce soir pour m'accompagner autour du deuil des idées et de savoir comment est-ce qu'on peut rebondir positivement. Ça va parler de plantage pro, ça va parler de plantage perso. En tout cas, ravi de vous avoir. Ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. On va jongler entre les différents écrans, que ce soit donc les deux Guillaume et moi. Et puis, on est ravis surtout de vous avoir. Vous êtes un peu plus de 35 en ligne. Et puis, on va pouvoir commencer ensemble autour de cette thématique. Très rapidement, je me représente. Gauthier Eloco. Mon métier, c'est la facilitation. Je suis spécialisé sur les approches de créativité, d'innovation, et mon métier, c'est d'organiser des ateliers, d'habitude en physique, en présentiel, mais là, de plus en plus en ce moment, en ligne. Et je fais la petite promo aussi d'une association co-créée il y a 4 ans qui s'appelle Edi Voices et qui vise à faire bouger les pratiques pédagogiques un petit peu partout en France. Et je vais très vite là-dessus. Je fais aussi partie donc, du super collectif de facilitation qui s'appelle Co-Design It, dont fait également partie Guillaume Danel. Ça, c'est une photo où il est absolument hyper concentré. Guillaume, c'est un facilitateur graphique de grand talent qui accompagne sur la série de webinaires depuis le début. Ça a été notre premier webinaire ensemble autour de l'ennui et de la créativité. C'était il y a déjà 6 bonnes semaines. Ça passe plutôt vite. Ensuite, on avait eu un webinaire autour des petits exercices pour travailler sa créativité. Donc, travailler en fait la matière première autour des idées, comment est-ce qu'on les met en mouvement, comment est-ce qu'on trouve de nouvelles idées, des petits trucs et astuces pratico-pratiques. Le dernier qu'on a pu faire ensemble autour du test et du feedback, sur une logique un peu tu peux pas test, c'est comprendre en quoi les moments de test et de feedback sont des temps créatifs qui sont hyper intéressants à s'approprier pour pouvoir aller un peu plus vite dans la production d'idées, dans le rebond. Et donc, le rebond, on va en parler aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pris en sandwich de Guillaume. Donc, Guillaume Eloco, vous verrez peut-être un petit air de ressemblance, c'est plutôt normal. On a un lien fraternel qui nous unit. On a aussi l'habitude de travailler ensemble sur divers problématiques et divers projets autour du management, autour des logiques associatives, autour du sport. Et surtout, en fait, là, j'ai pu le mettre en photo de chemise d'avant confinement. Guillaume a une expertise autour du management. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui était intéressant lorsqu'on travaille le deuil des idées, c'est de pouvoir travailler à 2 niveaux. C'est de pouvoir autant travailler sur les idées, la matière première avec laquelle on vient créer, avec celle avec laquelle on vient innover ou proposer des nouvelles choses. Mais lorsqu'il s'agit de deuil des idées, on parle également de comportement humain. Et donc, je te laisse aussi rebondir. Je viens d'allumer ton micro. Ok. Oui, outre le statut de grand frère de Gauthier, que j'assume depuis 31 ans, professionnellement, je suis coach d'équipe. Je coach et je forme des managers dans des organisations. Et en fait, j'aide mes clients à atteindre des objectifs qui se sont posés sur des critères de rentabilité, des critères de qualité du travail et puis des critères plus humains qui peuvent être, par exemple, la notion d'épanouissement, de bien-être individuel ou des critères plus collectifs comme la notion de cohésion d'équipe en fait. Donc mon rôle sur ce webinaire, ça va être d'apporter en fait un éclairage sur la partie management, sur les comportements humains, qu'ils soient d'ailleurs conscients ou inconscients. Et puis j'apporte, et c'est une conviction qu'on partage avec Gauthier, la conviction sur l'importance de l'accompagnement humain quand des équipes projets sont confrontées à des morts d'idées ou à des projets qui s'arrêtent. Voilà, ce sera mon rôle. Ça a son rôle, donc une casquette innovation, une casquette management, une casquette facilitation graphique. Il s'est bien caché derrière sa webcam pour l'instant, notre Guillaume Danel. Et Guillaume, on va avoir le temps. Vous pouvez voir aussi la progression aussi de ce qu'il fait. On va pouvoir jongler d'écran en écran aujourd'hui. On teste, on prend des risques, on s'éclate sur ces webinaires pour que vous puissiez aussi voir sa production au fil de l'eau. Ravi de vous avoir. On continue, on enchaîne. Aujourd'hui, un tout petit point technique.
la minute de comment est-ce que ça fonctionne cet outil. Livestorm, c'est français, ça avait planté il y a 2 semaines, on s'est écrit, on s'est dit c'est bien. C'est un petit peu le Zoom Cocorico, c'est plutôt cool sur les outils de webinaire. Et donc là, vous avez le chat dans lequel vous pouvez interagir entre vous participants. Vous avez l'onglet de questions sur lequel vous pouvez venir poser directement vos questions. Que nous, Guillaume, moi, les deux Guillaume et moi, on va pouvoir aussi garder potentiellement en visuel. Mais on ne pourra pas aller dans le chat parce que c'est pas forcément évident pour nous de pouvoir avoir un lien et un œil un petit peu partout. Donc, si vous voulez interagir, c'est surtout dans le fait de pouvoir poser vos questions. Et donc, c'est sur l'onglet que vous retrouverez au milieu. Le deuil des idées, rebondir positivement quand un projet s'arrête. À titre personnel, moi, c'est une thématique que beaucoup ne trouvent pas foncièrement sexy, mais pour moi, je trouve aujourd'hui absolument essentielle dans la façon aujourd'hui qu'on a d'appréhender les processus d'innovation, de créativité, ou même les démarches tout simplement entrepreneuriales. La petite explication à ça, tout simplement, je vous reprends cette phrase-ci que j'ai l'habitude d'amener. Si on apprend à bien chuter en ski, on dévale les pentes avec moins de crainte. Et c'est un mec qui s'est fait les 2 épaules au ski qui vous le dit. Le point là-dessus, c'est de se dire, lorsqu'on réussit à expliquer aux personnes comment est-ce qu'elles vont pouvoir se récupérer, dans le cas où potentiellement elles se plantent, ben ça devient beaucoup plus facile, en fait, tout simplement d'essayer. On annihile une peur, on annihile on annihile une projection tout simplement de se dire que si se passe ça en termes d'échec, ça va être horrible, ou alors je vais me faire mal, ou ça va être douloureux, ou alors ça va être difficile. Et le fait d'être déjà en capacité d'appréhender le fait de se planter, ben tout simplement, on va réduire toutes les peurs initiales qui vont permettre de déclencher plus facilement des initiatives. On vient banaliser tout simplement le fait d'essayer et du coup, on gagne énormément en fluidité et en capacité à produire et à proposer de nouvelles choses. Et on reviendra un peu plus en détail sur ce point. Et un petit état d'esprit, et c'est aussi une philosophie personnelle, je vous aurais parlé, ça va aussi parler de conviction entrepreneuriale, voire parfois un peu aussi familiale par rapport à 2 personnes qui vont aussi un peu prendre la parole. C'est aussi quelque chose qu'on partage avec Guillaume en facilitation. Il faut prendre soin autant des idées finalement aussi que des personnes. Là-dessus, c'est quelque chose qui est important, c'est lorsque vous arrêtez un projet, ben finalement, c'est pas que l'arrêt du projet en tant que tel, il y a une dynamique humaine. Les idées, les projets, ils se développent à partir du moment où les personnes mettent de l'énergie dedans. On investit du temps, on investit de la ressource. Ça peut, la ressource, c'est autant de l'argent finalement que aussi de l'énergie, de la motivation, de l'envie, de l'intérêt. Et donc, il faut en prendre soin. On sait potentiellement aujourd'hui prendre soin des gens, on sait potentiellement prendre soin des projets à travers de ce qu'on va appeler des portefeuilles d'idées. On est plutôt sur une logique gestionnaire, mais on ne sait pas travailler les 2 matières premières en même temps. Or, les entreprises et les organisations aujourd'hui, c'est des flux d'idées, des flux de personnes et après des flux d'argent et des flux de matières premières. Et quand vous avez ces 4 éléments-là, eh bien, généralement, vous avez tout ce qui vient constituer une entreprise. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser par rapport à la notion de deuil des idées, de comment est-ce qu'on peut rebondir positivement quand un projet s'arrête. On va s'intéresser autant aux idées qu'aux personnes, et c'est pour ça qu'on voulait amener cette double clé, cette double lecture par rapport à cette thématique. Comment ça va se passer? 4 temps. On va parler des idées et contextes. On va se poser sur les courbes de la phase du deuil, un schéma que vous connaissez peut-être, mais on va l'approfondir avec notre angle innovation et management en croisée. On va se poser la question en 3 de tuer son idée ou celle des autres, mais en fait, comment ça fonctionne? C'est 2 cas qui sont très différents, c'est-à-dire que vous pouvez être celui dont l'idée meurt, mais vous pouvez être aussi celui, si vous êtes dans une posture, admettons, managériale, ou même si vous êtes parent et que vous dites à vos enfants d'arrêter de faire quelque chose, vous pouvez être aussi dans la position du sniper qui va tuer directement l'idée. En point 4, on va se poser la question de comment est-ce qu'on capitalise et comment est-ce qu'on va amener le rebond. Sachant que le premier élément de rebond, c'est déjà la maîtrise et la compréhension des différentes phases du deuil, mais on reviendra dessus par la suite. Je garde la main, on attaque sur idées et contexte. On a là-dessus une petite intro qui est relativement rapide. C'est de se dire, et je passe sur mon iPad, lorsque vous avez une idée qui émerge,
grosso modo, elle est là, mais elle n'existe aussi que parce que vous êtes dans un contexte. Et en fait, donc, le contexte, c'est ce qui va venir, hop, un tout petit instant, on y est. Le contexte, c'est ce qui va venir entourer votre idée. Le contexte, c'est une époque. Le contexte, c'est un environnement, c'est un endroit. C'est potentiellement aussi des éléments qui vont être à l'intérieur de ce contexte et qui font que votre idée, votre objet, va avoir du sens, il va avoir une utilité. On vient parler d'utilité dans un environnement donné. Il y a des choses qui, dans le monde occidental, ne servent pas ailleurs, et on est OK là-dessus. Seulement, en fait, c'est-à-dire que votre objet, votre idée, eh bien, elle va être soumise forcément à des forces. Et les forces, elles vont entraîner, ça peut être le mouvement des différents éléments, c'est-à-dire des personnes, ça peut être le mouvement des usages, ça peut être le fait que vous avez une nouvelle technologie qui arrive et qui diminue en fait l'approche autour de votre idée, ce qui fait que votre nouveau contexte, potentiellement derrière, il va évoluer et il va bouger. Et il va se déplacer sur cet écran vert et peut-être que votre idée ne rentre plus dans le contexte. Peut-être qu'elle va perdre de son sens, peut-être qu'elle va perdre de son utilité. Le contexte est forcément changeant et donc une idée, un projet, un service, un courant politique a une utilité à un instant T dans un contexte donné. Et plus ou moins en fonction de la temporalité, du temps que vous allez avoir et du mouvement qui va être associé, plus en fait l'utilité de votre objet elle va disparaître. Et en gros, c'est ce qu'on peut retrouver sur des éléments qui, dans les années 70 ou 80, vous paraissent hyper modernes et aujourd'hui, c'est juste bon à se retrouver sur les étagères de bric-à-brac ou à juste devenir un objet de décoration. Le téléphone filaire a eu une utilité qui était très très forte dans un contexte donné, c'était génial, c'était incroyable. Vous pouvez vous remémorer la petite sensation que ça faisait de faire tourner la petite roue. Guillaume est plus âgé que moi, ça, il a davantage de souvenirs. Paf, je chambre. Mais aujourd'hui, on va pas forcément. Si vous présentez ça à un millénial qui a toujours grandi avec un iPhone, il va pas forcément comprendre. Il va comprendre peut-être l'usage. Ok, c'est cool, mais en termes d'utilité, c'est dépassé, on n'en veut plus. Mais ok, c'est peut-être esthétique. Peut-être que l'utilité même en tant que telle de l'objet va changer. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui d'idées et de contexte, et lorsqu'on parle du deuil des idées, on doit souvent faire le deuil des idées et on devra faire le deuil d'une idée, d'un projet, parce que le contexte évolue dans le temps. Il y a forcément du mouvement, il y a forcément du changement, on ne peut pas lutter contre, mais c'est juste que ce que vous proposez, à un moment, perd de son sens et donc va forcément être amené à disparaître. La temporalité, par contre, de chaque invention n'est pas forcément la même par rapport à sa capacité de disparition. Si je vous parle du pain, on va se dire, ok, on part sur le principe que le pain, c'est increvable, c'est un truc qui ne pourra pas disparaître. Vous n'en savez rien. Le jour où on vous dit que la farine n'est pas bon pour ceci, cela, cela, peut-être qu'on est amené à ce que le pain disparaisse. Mais on n'y est pas encore, et le contexte et les informations qu'on a à disposition ne nous permettent pas de le faire. Mais tout élément est amené à disparaître, aussi puissant soit-il et aussi puissant soit-il en capacité de se renouveler. Là-dessus, c'était juste un petit point pour vous expliquer pourquoi en fait les idées et les projets meurent et sont amenés à disparaître. Et on ne peut pas lutter contre le temps et contre l'évolution, contre le changement. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs encore plus brutal avec toutes les innovations technologiques qui émergent. On arrive à des trucs qui sont super poussés, super puissants, mais qui sont aussi super violents en termes de temporalité. C'est-à-dire une nouvelle technologie arrive, une deuxième arrive 6 mois plus tard, et l'autre peut déjà être obsolète. Si vous vous rappelez des mini-disques qui étaient excellents au début pour pouvoir stocker de la musique, au niveau technique, au niveau technologique, c'était top, mais il n'y avait pas d'usage. Arrive une nouvelle technologie autour de l'encodage, le MP3 qui arrive, et paf, le mini-disque se fait balayer. C'est 2 à 3 ans d'ouverture au grand public et ça disparaît. Deuxième point, on va venir sur le fait de rester en phase.
Et sur le fait de rester en phase, on va amener une toute petite introduction. Ça, on en a parlé il y a 2 semaines autour du test et du feedback. Lorsque vous amenez une idée, lorsque c'est la vôtre, vous êtes en position de géniteur ou de génitrice. Et donc, en fait, il y a un attachement maternel ou paternel à l'idée qui arrive forcément et qui est fort. C'est compliqué de se détacher de ses propres idées. Et on essaye d'amener une forme de détachement. Donc, le conseil sur ce dont on parlait sur les tests et feedbacks, c'est de pouvoir dire, essayez d'être porteur ou porteuse du projet, d'expliquer qu'il est extérieur à vous pour amener une forme de détachement et diminuer la forme de lien. L'intérêt de diminuer le lien, c'est que ça va aussi favoriser, en cas de disparition, la phase de deuil. Mais le point par rapport à cette slide, par rapport à cette présentation, c'est de vous dire, on a forcément un attachement et un lien aux idées et aux projets auxquels on participe, que ce soit les nôtres ou ceux auxquels on est juste sur une logique de contribution. Et c'est ce lien auquel on va s'intéresser pour faire une parabole autour de la courbe du deuil, avec le lien que vous pouvez avoir lorsque une personne est amenée à disparaître, tout simplement. Et donc ça, je vais laisser Guillaume introduire avec un aspect aussi de psychologie. Oui, cette courbe de deuil, elle a été modélisée par une psychiatre suisse qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross, qui a démontré, de par ses recherches, en fait, que cette courbe de deuil, elle est universelle. Et ce sera un des points intéressants sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc, vous voyez sur cette courbe de deuil 3 grandes phases. Une phase de plateau où on va parler de choc et de déni, une phase descendante avec des émotions, et une phase ascendante. Sur la première phase, la première étape, en fait, c'est une étape de choc, à savoir que quand vous allez avoir l'information que votre idée va être tuée ou que votre projet va s'arrêter, en fait, vous allez être sidéré. Donc, c'est la phase de prise de l'information et de connaissance. Et tout de suite après, le déni, c'est un mécanisme de défense psychologique, voilà, qui est intéressant à double titre. Il est intéressant dans le sens où on parle de psychologie. Ça veut dire que les étapes qui vont suivre, d'émotion dans la phase descendante ou d'acceptation, renouveau dans la phase remontante, vont être des phases plus ou moins conscientes chez les personnes qui vont les vivre. Donc, on peut éventuellement discuter de ce vécu inconscient de ces différentes phases. Et le deuxième point intéressant de ce mécanisme de défense de déni, c'est qu'il est un mécanisme de défense, donc en fait, il traduit bien qu'on se sent attaqué. Une fois passée cette notion de déni, la phase descendante, elle est une phase où les comportements des personnes vont être orientés vers du négatif, à travers ces émotions négatives, vont être plutôt contre-productifs et tournés vers le passé. La dernière phase, la phase ascendante, va être une phase de solde des émotions négatives. On va passer d'émotions négatives aux émotions positives. Le déni va faire place à la notion d'acceptation et les comportements vont plutôt être des comportements positifs, productifs et tournés vers le futur avec l'idée de rebondir et de passer à un autre sujet, à un autre thème, à un autre projet. Donc, ce qui est complètement fondamental en fait dans l'accompagnement humain quand on tue des idées ou quand on arrête des projets, c'est de considérer cette phase descendante des émotions négatives, qui sont la colère, la peur et la tristesse. Et cette courbe de deuil, elle a été effectivement formalisée, elle a été démontrée depuis qu'elle est tout à fait universelle, à la différence près que chaque individu va la vivre très personnellement. Donc, à la fois dans la durée de chacune des étapes, chaque être humain confronté à un deuil va passer chacune des étapes, mais va pouvoir rester plus ou moins longtemps sur l'étape de déni, sur la phase descendante ou la phase ascendante. Et la deuxième notion très individuelle, c'est que ces émotions négatives de colère, peur et tristesse, elles sont vécues de manière très individuelle, donc très personnelle, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre capacité, de votre sensibilité à ressentir plus ou moins vos émotions, et en fonction de votre capacité à être plus ou moins dans votre vie globale connecté à la colère, à la peur ou à la tristesse, parce que les êtres humains sont plutôt, on va dire, connectés à une émotion plutôt que d'autres. Donc, cette courbe de deuil, elle marque différentes étapes chronologiques, elle est universelle, chaque être humain confronté à un deuil traverse ces étapes avec son individualité. C'est vraiment ce que nous dit cette grande psychiatre. Alors, un point, en rebond de ce que tu dis, un point qu'on a pu voir aussi, mais sur la façon dont on a pu préparer ce webinaire, les étapes sont chronologiques, on y passe forcément.
Et il n'y a pas une question de tiens, je saute, tiens, je suis dans une phase de déni, je suis un peu en colère, mais tiens, ça va être très rapide d'aller rechercher une nouvelle idée. On est foncièrement rattrapé à un moment ou à un autre par chacune des phases. Et donc, le fait de les accepter dans l'ordre dans lequel elles viennent et d'en avoir la conscience, on a une forme d'acceptation aussi du fait que l'idée soit en capacité de disparaître. C'est exactement la même chose que s'il y avait un deuil d'une personne. J'avais travaillé avec des chercheurs de grandes entreprises qui avaient un programme sur lequel ils avaient travaillé pendant plusieurs années et on avait bossé là-dessus mais en fait, vous passez plus de temps sur votre projet qu'avec votre compagnon ou votre compagne et on vous arrête votre projet. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que c'est vécu? Et littéralement, on retrouvait les différentes phases et en fait, il y avait une forme d'acceptation, c'est-à-dire que la vitesse, elle dépend aussi de la façon de chaque individu de vivre chaque phase de la courbe de deuil. Et en fonction aussi, on ne va pas avoir la même capacité à être en capacité même de venir proposer quelque chose, de travailler sur de l'innovation ou de la créativité. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes en peur, lorsque vous êtes en tristesse, c'est hyper chaud à manager pour pouvoir reproposer déjà des idées et peut-être remplir un petit peu le placard pour anticiper le renouveau. Et donc, c'est absolument nécessaire de suivre ces 3 moments, de suivre les différentes phases, d'en avoir une forme chronologique et d'en avoir conscience rapidement. On vous présente le modèle, on va rejouer là-dessus aussi par la suite. Et en travaillant sur différents éléments, et le point sur lequel on va passer un peu plus de temps, c'est ce point numéro 3, c'est quand est-ce que je tue ma propre idée ou quand je vais tuer celle des autres, qui sont 2 postures qui sont totalement différentes. Ce schéma-là, on se répète, mais dites-vous, on est bien en lien, on est bien attaché avec les différentes personnes. Et du coup, on en arrive à travailler autour de la gestion des émotions. Donc, la gestion des émotions, Guillaume, tu en as parlé un petit peu, vas-y. Oui, vous avez vu effectivement sur cette courbe de deuil, sur la phase descendante, les 3 émotions négatives de tristesse, peur et colère. Effectivement, à mon niveau, je vois les émotions des êtres humains. Je suis en 3 grands axes. Un axe peur, sérénité, un axe tristesse, joie et un axe colère, calme. Et donc, chaque être humain, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, se balade sur un de ces 3 grands axes ou sur plusieurs grands axes dans sa journée, avec plus ou moins d'intensité dans le négatif ou dans le positif. Donc, est-ce qu'en rebond, tu peux nous redonner les 3 axes que tu avais? Oui, les axes, on est sur peur-sérénité, donc avec la sérénité étant l'opposé de l'émotion de peur. L'axe tristesse-joie et l'axe colère-calme. Ok. Donc, si un individu veut caractériser ses émotions, il peut récupérer ces 3 axes et évaluer sa position sur cet axe et mesurer, évaluer aussi l'intensité de l'émotion qui le traverse. Alors, attends, je les reprends pour que graphiquement, parce que ça peut intéresser les personnes qui écoutent. On est sur peur, sérénité. Tristesse, joie. Tristesse, joie. Et le 3e, tu nous le redonnes? C'est colère, calme. Colère et calme. Et donc ça, c'est aussi ce qu'on va retrouver directement dans la courbe de deuil. On ne va pas forcément avoir des comportements entrepreneuriaux qui vont être identiques. Complètement. Et je vous propose de regarder plus précisément en fait, l'utilité des émotions à travers un exemple animalier. Alors, du coup, vous allez me dire qu'il n'y a pas forcément de rapport avec le sujet du webinaire du jour, mais en fait, si. Il y a peut-être un rapport par rapport au bond que fait cette gazelle, je pense, et le fait que Gauthier vous a proposé de rebondir après un deuil d'idées. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement ce mouvement qu'a cette gazelle par rapport au prédateur qu'elle a identifié. Donc, je pense que c'est une lionne qui essaye de préparer son déjeuner. Et en fait, cette gazelle arrive à fuir parce qu'elle a peur du prédateur. Et donc, les biologistes ont bien confirmé que c'est la peur qui fait fuir les animaux. Et on parle d'émotions motrices, du coup. Donc, c'est les émotions des êtres vivants qui sont connectés à leurs émotions vont générer des mouvements. Et donc, les biologistes ont tout à fait identifié que la peur fait fuir les animaux.
La tristesse fait les animaux se figer et la colère fait les animaux se battre. Et ces trois mouvements qui sont générés par les émotions motrices, donc négatives, peur, tristesse, colère, ce sont les trois façons qu'a un animal d'échapper à un prédateur. Donc soit il fuit, soit il se fige pour ne pas être vu, soit il le combat. En l'occurrence, la gazelle a plutôt choisi de fuir. Et ces émotions qui génèrent des mouvements, en fait, elles sont les caractéristiques du cerveau limbique qui est apparu après il y a 2 milliards d'années dans l'évolution des êtres vivants. Et ce cerveau limbique, il est caractéristique des mammifères. Or, l'homme est un mammifère, vous le savez tous. Ça veut dire que chaque être humain connecté à la peur va générer en lui le mouvement de fuir. Un être humain connecté à la tristesse va générer en lui le mouvement de se figer. Et chaque être humain connecté à une colère interne va essayer de combattre pour la gérer, en fait. Et quand vous reprenez la partie descendante de la courbe de deuil, vous retrouvez ces trois émotions négatives qui, du coup, vont chez chaque être humain générer de la fuite, le fait de se figer ou le fait de se battre. Okay. Et bien évidemment, ces trois mouvements qui sont intégrés dans nos gènes parce qu'ils ont permis, il y a quelques milliers d'années, de survivre par rapport aux prédateurs, ils vont, dans notre vie professionnelle, effectivement, nous empêcher une qualité de travail, que ce soit sur la productivité, de la qualité ou une partie plus humaine de sérénité ou de bien-être. Donc, comment fait-on pour bien travailler quand on est dans le combat ou dans la fuite ou complètement figé et qu'on n'arrive pas à avancer dans notre travail? Et cette courbe, ces émotions et ces réactions de mouvement qu'elles génèrent portent bien le sujet central de la gestion des émotions comme étant le grand sujet d'accompagnement des managers quand des idées sont tuées ou quand des projets s'arrêtent. Donc on parle, Gauthier et moi, d'un accompagnement sensible à réaliser par les managers pour accompagner étape par étape les équipiers qui vont vivre ces différentes émotions pendant leur passage de la courbe de deuil. Yes. Alors, en rebond là-dessus, du coup, on va s'intéresser à un cas numéro 1, c'est vous tuez, on tue votre idée en fait, donc c'est vous ce que vous allez vivre. Cas 1, c'est mon idée, ou alors on va dire mon projet s'arrête, parce qu'on parle bien de ça. Là, je vous invite chez vous à vous remémorer en fait quelque chose qui s'est déjà arrêté de votre côté, vous n'en avez pas forcément la maîtrise. Mais c'est de se dire, OK, j'avais un projet dans mon entreprise ou un projet entrepreneurial, quelque chose qui a démarré, il y avait une forme de vitesse, une dynamique qui avait été initiée, et le projet s'arrête. Tout simplement, si on se refait la courbe ensemble, il y a un moment de choc. Il y a un moment de choc où on commence à avoir des éléments rationnels qui commencent à nous dire il faudrait que ça s'arrête. Il y a un moment de déni, de j'y crois pas, c'est pas possible. Il y a un moment de colère. Dans un contexte en entreprise, le moment de colère, ça va être, on va y aller, on va être cash, ça va être de traiter son boss avec tous les noms d'oiseaux. Je vous laisse imaginer ceux qui sont déjà peut-être venus en tête si vous avez déjà vécu ce type de situation. On se met dans une logique de réaction autour du combat. Et puis finalement, après, on commence à avoir un petit peu peur, de se dire, mais qu'est-ce qui va arriver à mon projet? Qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous, on est sur un lien maternel ou paternel, et du coup, on se pose la question de c'est en train de partir, ça s'éloigne de moi, ça ne m'appartient plus. Il y a aussi une forme d'abandon, autant de l'entité de la personne que de l'entité du projet. On parle bien de deux liens, deux éléments qui sont en lien initialement et qui ne peuvent plus être directement fusionnels. Et ensuite, on se fige, une logique de tristesse. Qu'est-ce qui va arriver? Et avoir une logique un peu plus d'émotion. On se fige, on est dans une logique d'inaction. Puis, finalement, on commence à remonter la pente. Donc, la langue française va très bien avec la courbe de deuil. À se dire qu'on est OK avec les éléments rationnels qui expliquent qu'on doit arrêter le projet. Manque d'énergie, manque de ressources, manque de budget, plus d'utilité, un contexte qui évolue trop vite, trop de risques,
ou plus d'intérêt à injecter son énergie ici. On accepte avec un temps de recul. Puis finalement, on est aussi en capacité de pardonner tout ce sur quoi on a râlé, littéralement. C'est-à-dire que n'était pas forcément dans notre degré, dans notre zone d'influence, et il y a une logique d'acceptation. Et ensuite, à partir de là, il y a le renouveau qui devient beaucoup plus possible et plausible. Ça, c'est dans le cas numéro 1, lorsque mon projet s'arrête. J'ai suivi des startups, j'ai suivi des entrepreneurs, j'ai suivi des intrapreneurs, j'ai suivi des gens qui avaient un nombre incalculable de projets. C'est hyper important, à chaque fois que ça s'arrête, de laisser ce temps de recul et d'acceptation par rapport aux différentes phases, parce que ça va forcément être vécu. On a une question qui émerge. N'hésitez pas à poser vos questions sur le côté de Julie. Est-ce que cette courbe et ces réactions s'appliquent pour des projets à durée déterminée, exemple une thèse de doctorat, un projet de 3 ans? On prend ta question, on peut y répondre à deux avec Guillaume là-dessus. Est-ce que la courbe et ces réactions s'appliquent pour des projets à durée déterminée, exemple une thèse de doctorat, un projet de 3 ans? Réponse oui. C'est-à-dire que la temporalité n'enlève en rien, la temporalité du projet n'enlève en rien la réaction psychologique à ce niveau-ci. Oui. Ce qui va être important par rapport à cette idée de projet à durée déterminée, la courbe de deuil, en fait, elle existe quand il y a un projet qui s'arrête, en fait. Donc, quand on perd la relation avec notre projet, par rapport à si le projet ne s'arrête pas, en fait, les émotions vont quand même être importantes dans le sens où ce sont les émotions qui nous mettent en mouvement. Donc, si par rapport à ton projet, en fait, tu es en émotion positive, ben, ça va te donner un bon mouvement, une bonne motivation d'avancer dans ton projet. Et ça, c'est vraiment cette notion de émotion, motivation, mouvement. Elle est due au fait que ces 3 mots de la langue française, en fait, ont la même racine latine qui est movere. Voilà. Donc, tes émotions positives vont te mettre en mouvement sur ton projet et tu traverseras la courbe de deuil uniquement si le projet s'arrête. Top. Et moi, ce que j'avais pu voir, expérimenter, c'était avec le public justement de chercheurs. C'était que peu importe la durée du projet, le deuil était plus ou moins fort en fonction de l'investissement. Il y a des personnes qui vont s'investir à fond sur quelque chose sur un temps extrêmement court et elles vont avoir ce même ressenti. Et lorsque tu as une durée déterminée, tu sais que le projet s'arrête, mais en fonction du lien que tu peux avoir, qui peut être un lien affectif, un lien d'intérêt ou aussi un lien d'apprentissage et de pratique, tu peux avoir une forme de nostalgie qui peut s'insérer par rapport à ça. Mais le CDD en tant que tel, hein, si on parle de durée déterminée, tu vas forcément avoir ça aussi. Dans un moindre... la courbe s'applique. Par contre, c'est important, je pense, de souligner ça. C'est moins violent parce que tu es déjà dans une anticipation du deuil. Et un deuil qui est factuel, qui est, par exemple, j'ai signé pour tant de temps. Donc, tu sais que potentiellement, tu pars. Et là, aujourd'hui, en ce moment, vous imaginez à quoi ça ressemble un deuil de contrat dans les entreprises en période de Covid. Je sais que ça va s'arrêter dans 3 mois et je ne sais pas ce qui se passe après. Et au moment où ça s'arrête, vous allez avoir potentiellement ça. Vous allez retrouver des logiques de déni par rapport aux employeurs, de colère, de peur, de tristesse, d'acceptation, de pardon et de renouveau également. Et c'est une phase qui est intéressante à vivre tout simplement et à expérimenter en conscience parce que c'est après aussi beaucoup plus simple de l'accepter. Hop, on reprend une autre question. J'ai un petit saut au niveau de ma connexion. On y est. Alors, il y a 2 questions qui ont émergé entre-temps. J'ai terminé de répondre. On y est. Alors, excusez-moi. Et on prend la question d'Eugénie. Aurélie, on reprendra ta question juste par la suite. Et après, on va regarder le cas numéro 2 lorsqu'on tue finalement et qu'on va accompagner au deuil. Alors, la question d'Eugénie, c'est est-ce qu'il y a un temps moyen minimum pour digérer, traverser la courbe de deuil et comment accélérer? Guillaume, celle-ci, elle est pour toi.
Oui, en fait, il n'y a pas de temps moyen, hein. Cette façon de vivre la courbe de deuil, elle est extrêmement personnelle, elle est très, très individuelle. Donc, si on prend l'exemple d'un projet qui s'arrête, vous allez avoir dans votre équipe projet, si vous êtes vous manager du projet, qui vient de s'arrêter, vous allez avoir des gens qui vont traverser la courbe en quelques minutes et vont du coup rejoindre cette fin de courbe avec cette notion de renouveau et qui vont vous aider en fait à faire passer l'équipe sur un autre projet. Et puis, dans des équipes, il y a des gens plus résistants, hein, qui sont plus ancrés dans leur confort de la situation initiale et qui ont du mal à passer à une autre situation. On est clairement dans un problème d'agilité. En fait. Donc, et ce qu'on connaît aussi maintenant des êtres humains, c'est que les personnalités de chacun vont amener des personnalités plus fluides ou plus résistantes au changement tel que peut représenter un projet qui s'arrête en fait. Donc c'est très personnel, il n'y a pas de temps de moyen. Et un des objectifs du manager sensible qui accompagne de manière sensible en fait son équipe et qui accompagne la gestion des émotions de ses équipiers, ça va être justement de laisser suffisamment de temps aux plus résistants, à ceux qui mettent plus de temps à vivre la courbe de deuil, pour leur permettre de passer dans la phase ascendante et se projeter sur un futur de manière constructive. Et c'est bien un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on ne laisse pas forcément aux gens le temps de digérer de manière individuelle cette nouvelle situation de projet qui s'arrête. Et du coup, il y a dans des équipes projets qui n'ont pas encore eu le temps de passer à autre chose, des personnes qui sont encore dans la résistance et qui du coup vont freiner ou vont vivre mal ces émotions négatives qui très souvent génèrent de la souffrance. Hein. Cette notion de souffrance, elle apparaît dans des cas d'agilité difficile pour des gens très en résistance. C'est très fréquent dans les organisations. En rebond là-dessus, par rapport à la question, on n'est pas forcément du coup sur un comment accélérer, mais on est sur un comment accompagner. C'est ce sur quoi on va aussi pouvoir venir sur le cas numéro 2. Je prends... Alors, on a 3 questions. On va prendre... Je creuse le cas numéro 2 et après on prend les questions de Christine, Augustin et Aurélie. On reparlera aussi des émotions derrière. Parce que ça va aussi pouvoir vous éclairer par rapport à vos questions lorsqu'on travaille là-dessus. Le cas numéro 2, derrière, c'est « je tue l'idée de quelqu'un d'autre ». On est dans nos vies forcément à un moment des snipers, dans le sens où il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce qu'il y a des raisons qui nous l'amènent. J'insiste bien sur la logique de raison, on travaille sur une logique de ce qui peut être rationnel, qui va nous amener à ce que certains projets s'arrêtent. Et du coup, on n'a pas forcément un lien qui est amené, mais des personnes qui ont travaillé sur le projet vont elles en avoir un. Et donc, c'est comment est-ce que je vais instaurer une capacité à accompagner tout au long de la courbe les personnes. Sur les moments de déni, sur les moments de colère, de peur, de tristesse, d'acceptation, de pardon et de renouveau. On est sur comment est-ce que je vais gérer une forme de distance, aussi en fonction des réactions. Ça ne sert à rien d'aller au clash, ça ne sert à rien de renforcer le fait de combattre. Donc là, sur le schéma, ça ne sert à rien d'aller chercher les personnes lorsqu'elles sont en train de fuir. Et lorsqu'elles sont en train de se figer, ce n'est pas le moment de venir les secouer. Il faut faire hyper attention par rapport aux différentes phases dans le fait que ce soit vécu émotionnellement, très intérieurement par les personnes que vous avez en face de vous. Un des pires trucs que j'observe dans les boîtes, c'est que vous avez quelqu'un qui a un projet qui avance, le truc est plutôt positif et finalement, il y a plusieurs raisons qui font qu'on doit l'arrêter, tout simplement parce qu'un concurrent l'a développé et brutalement, on doit arrêter tout de suite le projet. Ok, c'est une raison qui s'entend. On est d'accord là-dessus. Et les gens se disent « Ah, mais la personne, elle est plutôt brillante, elle a une énergie entrepreneuriale, c'est cool, il faut vraiment qu'on la garde avec nous, on va lui donner tout de suite quelque chose d'autre. » Eh bien, le tout de suite, c'est débile. C'est tout simplement débile. C'est, tiens, tu as du vide, eh ben on va tout de suite te remplir avec quelque chose. Ah, ton jouet est cassé, je t'en remets un deuxième.
Il ne faut pas infantiliser les personnes en amenant le fait de remplir leurs mains ou leur tête en permanence. Aujourd'hui, les entreprises, par rapport à la course à l'innovation, par rapport à la course à faire toujours plus, ne laissent plus de logique de vide et d'acceptation de quelque chose qui se termine. Et dans la proposition et l'accompagnement managérial, c'est essentiel d'amener cette logique de distance pour laisser la vitesse de la personne en face, voir une forme de résistance qui est dessus, enfin que la personne va pouvoir avoir, et pouvoir passer directement par les différentes phases. Mais il ne faut surtout pas venir sur un comportement là aussi animal, renforcer le fait de combattre, renforcer la fuite, ou renforcer le fait que la personne soit figée. Et plus on va amener des comportements qui vont être en positif et à valeur ajoutée en face du combat, de la fuite et des points de fixation, plus en fait, ça va être facile. Guillaume, tu as un point à ajouter par rapport à ça, peut-être? Non, c'est OK. On reprend vos questions. On parlait de résistance, donc je prends la question de Christine qui pose la question. Le terme de résistance est un peu dur. Je pense que la résistance est liée au sens du projet. Qu'en pensez-vous? Alors là-dessus, il faut voir si la résistance est liée au sens du projet. Alors le mot sens, il est relativement large, Christine, je ne te cacherai pas. Si on parle de sens ou d'utilité, de qu'est-ce que le projet vient apporter, c'est à regarder. Et ça, c'est encore également subjectif et fonction du contexte et de l'utilité. La résistance, elle est liée au lien qu'on a par rapport au projet, et le lien qu'on a par rapport à un projet est forcément aussi subjectif. Je m'explique, il y a des personnes qui vont être très impactées sur le fait que leur projet s'arrête parce qu'elles sont persuadées, par exemple, que leur projet est bon pour le monde entier ou pour l'écologie, forme de sens et d'utilité. Mais il y a des personnes, en fait, qui vont aussi être attachées, qui vont être en lien avec les modalités du projet. Vous avez des personnes qui adorent travailler en équipe et qui, sur le fait qu'un projet s'arrête, vont aussi avoir une forme de deuil du fait de travailler en équipe et pas sur le projet en tant que tel. Donc le lien et la résistance, en fait, il est multifactoriel, il n'est pas que lié au sens du projet, il peut être aussi lié aux modalités. Vous allez avoir des personnes qui vont perdre leur boulot, qui ne vont pas forcément vous parler de l'utilité de leur travail, mais qui vont avoir une forme de deuil autour des avantages qu'ils avaient autour de leur travail et sur le fait que la cantine était gratuite. Je pousse le trait de manière ultra violente, mais on a une forme de résistance par rapport à ce à quoi on est attaché. Ce à quoi on est attaché est foncièrement subjectif. Frérot, rebond, pas rebond, on est bon? Oui, non, complètement par rapport à la question de Christine sur la notion de sens du projet. Je pense qu'il faut revenir à ce qui motive les personnes à travailler sur un projet. Donc, je suis manager de projet, je vais motiver les membres de mon équipe en donnant du sens au projet. C'est une possibilité. Je vais aussi leur communiquer quelle utilité le projet a. Donc, l'utilité va aussi motiver les gens. Je peux leur présenter les gains que ce projet a pour l'entreprise, pour notre équipe, pour moi en tant que manager ou pour les différents membres de l'équipe. En fait, à la fois dans le sens, dans l'utilité, dans les gains, vous avez trois façons différentes d'amener de la motivation chez les personnes. Okay. Donc, c'est intéressant d'entendre qu'en fonction des personnalités, en fonction des gens de votre équipe, il y a des gens qui vont être plus motivés parce qu'il y a du sens, ou parce qu'il y a de l'utilité, ou parce qu'il y a un gain qui va être obtenu à la fin de ce projet. Et donc, si vous avez dans votre équipe des gens très connectés au niveau du sens, et qu'il n'y a plus de sens, du coup, ils ne vont plus être motivés, ils vont être démotivés, et du coup, ils vont s'arrêter. Donc, la notion de sens du projet, elle peut être très individuelle. Il y a d'autres notions comme l'utilité, le gain, les enjeux qui peuvent motiver les gens et donc démotiver les gens si ce sens, ce gain, cette utilité disparaît. Dites-vous qu'un projet, c'est une pelote de laine avec plusieurs fils d'entrée, qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la même visibilité chacun en fonction du rôle qu'on a, de la façon dont on contribue et de ce qui nous relie finalement à cette pelote de laine. On prend vos questions un poil plus tard, on avance un tout petit peu, si ça vous va, Augustin, Aurélie, Gérald, être un petit peu en rebond.
Augustin et Aurélie, on prendra vos questions un peu plus tard. Je prends la question de Gérald parce qu'elle est pas mal liée. Guillaume, je te la pousse. Que faire, par exemple, sur une logique un peu pratique, que faire, par exemple, si les personnes restent bloquées sur une phase de combat? Alors, je pense que si les personnes restent bloquées sur une phase de combat, c'est peut-être ou sans doute que le manager du projet n'a pas fait le travail d'accompagnement sensible précédemment, en fait. Typiquement, les phases de combat, chez nous, Français, c'est se mettre en grève. On est assez spécialiste de ça. Donc, c'est tout ce qui est révolte, c'est tout ce qui est colère. Donc, l'accompagnement sensible, il a une utilité qui est d'éviter effectivement cette réactivité de combat qui est générée par la colère. Donc, il s'agit de réduire l'émotion de la colère des gens. Et donc là, on passe sur du management personnalisé, du management coach, avec des petits outils que j'ai pas forcément le temps de vous détailler là. Mais je dirais que quand on est dans la phase de combat avec des grèves, c'est peut-être qu'on n'a pas fait le travail managérial avant. Donc, travaille un peu plus dans sa globalité. Et donc, un accompagnement de projet, ça se travaille aussi avant que le projet ne meure. Si on ne veut pas en être accusé, en être tout du moins le responsable. Notre cher Guillaume Danel, je te fais un peu signe. On a notre petit canal WhatsApp à côté. Est-ce que tu as envie de pousser un petit peu ce que tu as pu produire? Tu me le dis. C'est possible, très cher, me répond-il. Eh bien, écoute, et tu peux allumer ton micro si tu es OK ou comme tu sens, si tu as envie de commenter ou en fonction de ton degré de concentration, très cher, les premiers éléments de Guillaume Danel en facilitation graphique. Et donc, vous m'entendez? On t'entend très bien, ouais. J'en suis au sniper. Alors ma mallette est peut-être pas très bien faite, mais c'est un fusil de sniper. Écoutez, depuis le début, j'ai rien inventé. Hein. J'ai fait la chute avec le plus simple et le plus rapide, avec les étapes par lesquelles il faut passer. J'ai pris un peu le message quand même positif des émotions qui nous portent et qui nous mettent en mouvement. En insistant sur le fait que les émotions sont individuelles. J'ai bien noté aussi qu'il fallait prendre soin de ses idées et pas que des gens. Et voilà, et que l'idée était très liée au contexte et qu'elle devait évoluer avec lui en fonction du timing et qu'il fallait rester en phase. Voilà où j'en suis. C'est top. Écoute, merci. On repassera un peu plus tard. Merci à toi, Guillaume. Oui. Je repasse sur l'écran. Hop. Et pour vous récupérer, on va revenir ici. Ça, on en a parlé par rapport aux réactions animales. La courbe, on l'a vu. Et c'est un petit peu notre moment coup de gueule par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est important d'en parler. Moi, c'est mon énorme coup de gueule en ce moment par rapport à, même sur les 5 dernières années, sur la façon dont sont gérés les processus d'innovation en entreprise. Alors, plein de boîtes à l'entrée vont dire il y a une valeur d'entrepreneuriat, on est tous entrepreneurs, c'est top. Je vous parlerai même qu'on parle aujourd'hui de Startup Nation. On prône on prône l'initiative à fond dans ce qu'elle a de plus dur, c'est-à-dire la logique de travail, de pousser une idée, de l'amener. Mais au moment où ça plante, il n'y a pas forcément cet accompagnement sensible. Et de la même manière, moi, je me bats de manière féroce dans les entreprises qui font des cours et des challenges d'idées en interne. Les challenges d'idées en interne, par exemple, vous avez une boîte qui dit on va demander à tous nos collaborateurs leurs idées, il y en a 200 qui viennent, 200 idées avec peut-être 2 à 3 personnes derrière, ça peut représenter des nombres costauds. Et puis petit à petit, on organise des challenges, il n'y en a plus que 10, à la fin, il n'y en a que 3 qui gagnent et on se dit qu'on va développer les 3. Ça, c'est des processus, et je me tais parce que j'ai des mots vulgaires qui viennent en tête, qui n'ont aucun sens dans la façon de gérer, les idées et les processus d'innovation, parce que ça ne fait que réduire, et en plus, lorsque vous en avez que 3 qui gagnent sur 200, vous en avez 197 qui, par opposition, sont considérés comme des losers et qui ont perdu. Et donc, leur projet s'arrête. Vous en avez 3 qui vont peut-être démarrer, vous en avez 197 qui, a priori, ne démarreront pas.
Et ça, c'est absolument pas du tout accompagné. C'est un angle mort de fou furieux. Et ça fait que des gens, lorsqu'ils commencent à investir, à proposer quelque chose, lorsque vous créez cette énergie-là, vous devez l'entretenir, vous devez en prendre soin. C'est absolument nécessaire. Et autant vous aider les gens à avoir des idées, autant vous devez les accompagner de manière sensible sur la façon dont elles ont les idées, dans la façon dont les idées progressent, dans la façon où les personnes progressent aussi au travers des idées, parce que parfois, c'est des supports aussi pour se former indirectement. Et ça s'accompagne de manière ultra fine. Tout ce qui est aujourd'hui management de l'innovation, je me bats là-dessus. Il faut bosser sur l'accompagnement sensible des personnes, qu'est-ce qu'elles comprennent, qu'est-ce qu'elles sont en capacité d'apprendre, qu'est-ce qu'elles sont en capacité de faire, et au moment où ça s'arrête, parce que c'est le fait de la plupart des projets nouveaux, ont plutôt une vocation à mourir de manière naturelle. Et donc, vous devez accompagner les personnes à anticiper ça pour qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles puissent progresser plus facilement. C'est ultra important aujourd'hui de remettre l'accompagnement sensible autour des idées comme étant une priorité pour les boîtes si elles veulent innover, si elles veulent créer de nouveaux services, de nouveaux projets, repenser la façon dont elles bossent en interne, et également aussi si elles veulent garder les personnes lorsqu'elles… enfin, c'est de la rétention de talent, quoi. Et c'est absolument aujourd'hui central. Ah, je suis à fond. Tac. Je prends une question. Merci Christine pour ta remarque sur le fait que tu as vécu ça récemment dans ton entreprise et vous avez été 7 perdants et on vous a juste remercié pour l'investissement personnel. Eh ben, volontiers pour rencontrer tes chefs. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Et je prends la question de Aude Lasnowski. Comment est-ce qu'on anticipe? Alors, Aude, je pose juste la question, est-ce que tu peux l'affiner, le anticiper quoi? Si c'est anticiper l'accompagnement sensible, c'est un cadrage déjà sur le fait d'avoir conscience du fait qu'il y a des idées qui progressent et on accompagne les gens là-dessus. Il y a des idées qui meurent, on accompagne les personnes aussi. Parce que vous avez des méthodes qui sont très brutales, très binaires en entreprise, qui consistent parfois à mettre des idées au placard et les gens qui les poussent avec. Que c'est relativement lâche et si on anticipe ça sur une gestion un peu plus fine en travaillant idées et développement RH en interne en même temps, de manière synchrone, vous allez éviter ça de manière beaucoup plus fine. Et donc ça se pilote et ça insiste aussi qu'on est sur les grosses organisations, qu'on ait davantage de discussions entre du management opérationnel et des gens qui gèrent, qui vont chapeauter des projets, anticiper l'accompagnement sensible. Moi, je réponds là, on est là-dessus. Il faut pouvoir augmenter le contact de dialogue entre les ressources humaines en interne dans l'entreprise qui vont travailler sur une logique de développement ou même de qualité de vie au travail, développement talent, on peut même inclure des personnes de la formation dedans, et les personnes qui vont manager des chefs de projet, par exemple. On doit savoir qu'est-ce qui se passe sur un projet pour comprendre quel va être aussi l'impact directement. Et donc, plus on va avoir ces échanges-là, plus ça va être facile à gérer. Et Laetitia, ta question, on va y répondre par la suite. J'arrive sur le point 4 et comment on capitalise. Alors, sur ceux qui étaient là il y a 2 semaines, on a travaillé là-dessus, enfin, c'est ce qu'on a vu ensemble, sur le fait qu'il y a des éléments sur lesquels on bosse, on construit quelque chose, on mesure, on apprend, c'est une des bases pour pouvoir travailler autour du feedback. Je construis quelque chose, je mesure, je fais un tiramisu, je mesure en mettant mon doigt, hop, je goûte quelque chose, je vois que ça manque de sucre, j'ai un apprentissage, je vais tout de suite proposer une deuxième version. Eh bien, vous avez deux choses qui sont importantes lorsqu'on doit rebondir. Il y en a un qui est de faire un retour d'expérience. Sur le retour d'expérience, la semaine dernière, je vous avais très rapidement proposé le modèle du feedback mapping. Je vous le refais en live pour ceux qui n'étaient pas forcément là. C'est tout de suite sur un Rex, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, quelles sont les questions que je me pose, et quels sont les risques que je perçois. Là, on va rajouter quelque chose quels sont les learnings, quels sont les apprentissages que je vais pouvoir avoir, et une dernière case qui sont est-ce que j'ai déjà des idées qui émergent. Ça, c'est central. Pourquoi? Parce qu'en fait, même tout au long de la courbe de deuil, vous allez avoir des éléments qui vont évoluer.
C'est-à-dire que vous allez avoir un recul sur ce qui a été positif autour de votre expérience qui va être différent. Et de la même manière, il y a des choses qui vont être négatives, qui vont s'alimenter, qui vont peut-être évoluer. Pareil pour les questions que ça va vous poser, est-ce que petit à petit, vous y amènerez des solutions qui finiront, hop, ici, dans les idées. Et les risques perçus, une fois qu'ils sont bien écrits, ça va vous permettre également d'aller chercher des idées. Et de la même manière, les apprentissages que vous allez avoir, hop, ils vont vous permettre d'aller proposer des solutions. Et donc, une des formes d'anticipation et d'accompagnement que vous pouvez avoir tout au long de la phase de deuil, il est de travailler sur ce modèle extrêmement simple, en observation, par exemple, des projets qui se sont arrêtés. Et on les accompagne et surtout, on travaille cela sur une logique asynchrone, c'est-à-dire qu'on le ressort de temps en temps, on y retourne, on le relit, on en fait quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et ça, c'est absolument central. C'est-à-dire qu'un retour d'expérience, ça peut avoir une valeur à un instant T, mais de la même manière, 3 semaines après, le contexte ayant évolué et ayant un peu plus de distance par rapport au projet qui s'est arrêté, on ne va pas forcément le voir de la même manière. De la même manière que sous le choc de l'émotion, vous avez raté un dîner, vous êtes effondré, c'est horrible, et 2 semaines après, c'est beaucoup plus facile d'en rire et d'en retirer un apprentissage. C'est la même chose. En fait, il faut pouvoir faire des REX à des temps différents pour apporter une valeur différente aussi. Pardon, pas pour apporter une valeur différente, mais pour apporter plus de valeur dans le temps. Donc ça, c'est central. Et vous avez un autre point au-delà du REX, j'ai appelé ça la courbe des 3D, c'est arrivé, donc c'est au-delà d'être dans une logique d'amélioration continue, de je construis, je mesure, j'ai un apprentissage et je construis de nouveau, et ben, c'est de se dire comment est-ce que je vais déconstruire. Et donc, je déconstruis, je propose quelque chose qui est nouveau, et je vais pouvoir le détailler, puis ensuite déplacer. Alors, je vous le fais très rapidement. Comment est-ce que ça fonctionne? On repart, je repars en partage d'écran et vous allez imaginer du coup une magnifique voiture. J'ai pas le talent de Guillaume Danel, mais je me débrouille pour me faire comprendre. Vous prenez une voiture et vous y associez en fait les différentes courbes sur lesquelles on a pu, les 3 petites étapes dont je vous ai parlé. En fait, ce qui est important, c'est que votre voiture, elle plante. On va s'arrêter sur cette image-là parce qu'elle est centrale. Et vous pouvez vous appuyer dessus lorsque vous êtes avec vos clients ou même avec vos équipes. Ce qui est important, c'est de déconstruire. Vous avez fait votre REX, mais vous pouvez aussi déconstruire. Donc là, Laetitia, je réponds à la question que tu avais. Je ne fais pas apparaître le petit truc à l'écran pour pas que ça vous bouffe de la visibilité. Il faut amener à déconstruire une expérience, déconstruire un produit. Donc, rester sur l'image de la voiture. Une fois qu'on déconstruit la voiture, on va avoir des pièces détachées. Et la pièce détachée, donc je vais en sortir des pièces détachées. Et les pièces, il y aura des carrés, il y aura des ronds, il y aura des triangles. Il y a différents éléments. Et parfois, ils sont très distincts. C'est-à-dire que ça peut être des éléments physiques, des éléments expérientiels, des processus. Ils peuvent avoir des natures qui sont très, très larges. Et donc, une fois que j'ai identifié mes pièces détachées, je vais être en capacité de venir les détailler. C'est-à-dire que je vais me poser sur mon carré et mon carré, je vais commencer à le décrire. Donc là, vous imaginez que je suis en train de faire une fiche descriptive du carré. En quoi est-ce que le carré est intéressant? C'est une pièce qui m'a permis de faire ci, ça. Et je vais peut-être faire la même chose avec mon rond. Je vais analyser, je vais amener un petit peu plus de distance. Je vais faire la même chose avec le triangle. Et après, derrière, une fois que je réussis à récupérer de la matière première et un peu plus de compréhension, je vais être en capacité de construire de nouveau, mais cette fois-ci en déplaçant. Mon projet s'est arrêté, peut-être que j'ai intérêt à amener mon carré dans une autre zone. Et parfois, ça va être l'association du rond et du triangle, admettons le châssis et les roues, que vous allez vouloir amener et déplacer. Et en fait, ça reprend des principes tout cons. Et ça reprend des principes de recyclage. On déconstruit une matière première, on la détaille, on sait ce qu'on a lorsque j'ai du carton, j'ai du plastique dans mon tri sélectif, et ensuite on va le déplacer pour lui trouver une nouvelle utilité. Et donc, au lieu d'être
ici dans le rectangle vert qui est une utilité d'automobile. Peut-être que mon châssis et mes roues, ils vont avoir une utilité ailleurs, sur une machine agricole, j'en sais rien, potentiellement un karting, ou peut-être qu'on va se dire que la pièce carrée, eh ben, elle est intéressante à envoyer dans un pays qui va faire du recyclage. Et je continue à redonner de la valeur. Et ça, en technique de créativité, c'est une mécanique qu'on va appeler l'encodage sélectif. Donc ça, c'est le mot technique. Vous irez lire le bouquin si vous voulez creuser un peu plus, mais c'est de se dire comment est-ce que je décompose une situation en différents éléments et comment est-ce qu'à partir du moment où je suis en capacité aussi de les documenter, je vais pouvoir les déplacer pour leur donner un sens et une utilité totalement autre. Et donc, le fait le modèle des 3D sur la fin d'une expérience, c'est ce que font, par exemple, aussi les entrepreneurs lorsqu'ils sont sur un pivot. Lorsqu'on parle d'une entreprise qui doit faire un pivot, ben, on déconstruit les différents éléments constitutifs de l'entreprise, son site web, sa communauté, ses contacts, son emplacement géographique, les personnes qui sont à l'intérieur. Et puis, on vient commencer à détailler la valeur de chacun, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça permet de faire. Et puis, potentiellement, je vais me dire, tiens, mais l'entreprise d'un tel, ça ne marchait pas dans tel secteur, mais on pourrait déplacer ces éléments-là, ainsi de suite, pour pouvoir donner une autre forme de valeur. Et là-dessus, le point qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas foncièrement s'obstiner à partir du moment où on doit déconstruire. C'est-à-dire que ça s'appelle être une énorme tête de mule, pour rester poli, que de forcément ne faire que s'obstiner alors que rationnellement, ça ne passe pas. Et c'est hyper important d'accepter que ça ne va pas se faire, de déconstruire, de détailler et de travailler sur le fait de déplacer. Et parfois, vous n'allez pas forcément trouver de valeur tout de suite. Et parfois, en fait, vous allez pouvoir aussi la trouver plus tard. Et là, on va parler un petit peu sur un épilogue. Et là, au vu de mon silence, vous dites, mais ça s'entend, Gauthier, que tu voulais pas cette slide à ce moment-là. Je vous le confirme. J'ai dû me planter, mais on est à l'aise. Tout va bien. C'est qu'en fait, vos idées ne meurent pas vraiment. Désolé, ça fait un peu plus d'une heure ça fait un tout petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Mais les idées, en fait, ça ne meurt pas. Il n'y a pas une mort absolue. Dans le sens où vous avez une vie, vous avez une fin. En tant que tel, une idée, c'est intangible, et un projet a différents éléments qui le sont aussi, qui vont résister plus facilement à vous. Partez par exemple en exemple, je me répète, prenez l'exemple en fait de Disney, c'est tout simplement que son entreprise à lui, lui a survécu. Et c'est aussi simple que ça, c'est juste biologique. Et en fait, par contre, les idées, donc elles ne meurent pas tant que telles, c'est plutôt qu'on va les oublier. Une idée meurt de manière naturelle, parce qu'on ne s'y intéresse pas, parce que tout simplement, plus personne n'est en capacité de s'y intéresser, et du coup, elle n'est plus accessible. Il y a une problématique d'accessibilité. Et là, vous pouvez faire aussi des images et des analogies avec le fait de pourquoi est-ce que les métiers d'archéologue existent. Parfois, tout simplement, ça permet de remettre à jour, remettre en lumière certains éléments, certaines choses, et potentiellement même certaines pratiques. Et la même chose par rapport au musée. On est sur le fait de donner une utilité à des objets, à des œuvres, à des performances, pour qu'elles ne soient pas oubliées, qu'on puisse continuer à transmettre leur utilité première, transmettre quelque chose, un message, un ressenti, une émotion ou même un descriptif. Et du coup, on parlait de recyclage. L'idée, elle ne meurt pas tant que telle, elle est davantage oubliée, elle est davantage mise de côté. Donc, on ne parle pas tant du deuil des idées, mais on vient parler du fait qu'on les mette en retrait. Et lorsque vous êtes en train de déconstruire, lorsque vous êtes en train de détailler, eh bien, il y a certains éléments que vous allez vouloir peut-être garder à portée de main, d'autres qui vont être sur une logique de au cas où, d'autres que vous allez peut-être ressortir un jour et d'autres que vous allez vouloir oublier. Et on ne va pas forcément avoir du coup le même rapport émotionnel et la même gestion de son portefeuille d'idées dans le temps, parce que certaines ne sont pas forcément à ressortir tout de suite. Parce que si on revient à notre slide initiale, dans les toutes premières slides, il y a une forme d'utilité à une idée ou à un projet dans un contexte donné. Et donc, certains contextes vont vous permettre de ressortir des idées, d'autres ne vont pas vous permettre de le faire. Là-dessus,
lorsque je donne des cours aussi sur l'INO, je donne souvent l'exemple de Blablacar. Quand Blablacar naît, et ça s'appelle covoiturage.fr, le contexte ne permet pas l'émergence de l'utilité, mais il y a un finot, Frédéric Mazella, qui se dit le contexte va évoluer jusqu'à ce que mon idée et mon intention aient une utilité, aient une puissance et du sens. Et c'est là où il ne faut pas confondre obstination sur le fait qu'il y a un truc où vous vous dites je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire absolument, vous prenez des murs et en fait il faut peut-être avoir un peu de patience, c'est pas pour tout de suite, c'est un petit peu pour plus tard, et faites progresser dans ce cas-là de manière douce. Et le fait d'avoir une projection ou un sentiment que le contexte va évoluer favorablement dans le sens de votre projet. Et l'idée par rapport au recyclage, c'est la mode. Appuyez-vous là-dessus. Je fais du neuf avec de l'ancien. Je remets au goût du jour. Je gagne du temps. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, ça me permet littéralement de réécouler certains stocks, de m'appuyer aussi sur des choses que j'ai déjà en possession. Et le deuil d'une idée en tant que tel, on le fait un peu, mais on le fait de manière temporaire. Et en fait, les idées sont à même aussi d'être ressorties. Ce n'est pas forcément par vous. C'est-à-dire que ce sur quoi vous travaillez dans une entreprise, peut-être que ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le bon moment, vous vous êtes barré de la boîte et 7 ans plus tard, l'idée ressurgit parce que le contexte est davantage adapté. Et ça, c'est important aussi à faire le deuil, que parfois les idées ne vous appartiennent pas tant que ça. Par contre, elles appartiennent surtout à ceux et celles qui les développent. Et un point sur lequel on souhaite aussi s'arrêter, que ce soit avec mon sandwich de Guillaume, c'est cette citation-là. Moi, ça me tient hyper à cœur. Dans la compréhension et dans l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on est sur une démarche de créativité, une démarche d'innovation, une démarche entrepreneuriale, ou une simple démarche d'initiative à une petite échelle, même si vous êtes en train de faire un gâteau, vous organisez une fête, il faut être en capacité de se dire que le fait de se planter, c'est aussi planter. Une fois qu'on a la possibilité d'avoir ça en tête et de l'amener autour de soi comme étant une posture et une logique d'apprentissage, c'est beaucoup plus simple en fait d'amener les logiques de rebond. C'est beaucoup plus simple en fait derrière aussi de travailler sur la déconstruction, sur le détail et sur le déplacement pour que le rebond soit beaucoup plus poussé, qu'il ait une utilité forte, autant, vous l'aurez compris, pour le projet en tant que tel que pour les personnes qui le poussent. Et il est 42, on prend 5 petites minutes de questions qui émergent, on en avait laissé une ou deux de côté, et après on vous fera un petit temps de conclusion. Aurélie, ta question par rapport au fait de comment repasser en émotion positive pour se remettre en mouvement, on a un petit peu répondu par rapport au temps qu'il faut laisser amener, la logique aussi d'accompagnement. C'est important parfois tout simplement de demander des phases d'accompagnement, d'être aidé. C'est aussi bête que ça. L'aide, ça va favoriser l'acceptation et du coup le fait de rebondir plus facilement et d'aller chercher des idées. Le petit tableau que je vous ai montré autour du REX, il aide aussi sur un suivi sur l'accompagnement pour que les idées positives le soient aussi. Il y avait une question d'Augustin que je souhaitais pousser. Je peux rebondir sur la question d'Aurélie peut-être? Oui, vas-y. En rebond, on prend celle d'Augustin avant de conclure tout ensemble. Oui, par rapport à Aurélie qui parle effectivement de passer d'une émotion négative à une émotion positive. Donc, il y a le cas du manager qui accompagne l'émotion d'un membre de l'équipe dont le projet s'est arrêté. Et puis, il y a son propre cas. Donc, on peut tout à fait, à un moment, se ressentir triste, par exemple. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'on a une vraie responsabilité de nous mettre nous-mêmes dans des émotions positives. Si je me sens triste, je peux peut-être, à travers le fait de me rappeler des souvenirs heureux, être plus joyeux. Le fait d'aller écouter une musique qui me met en joie, ou le fait d'aller écouter le sketch de mon humoriste préféré. En fait, on peut tout à fait, individuellement, de manière proactive pour soi, aller générer des émotions positives telles que la joie, si on se sent un peu triste. Encore faut-il être connecté à son émotion de tristesse. Et si on reprend la courbe de deuil, cette psychiatre, elle dit bien que ces phases, elles sont très souvent traversées de manière inconsciente. Donc, les personnes qui vont vivre ces états n'ont pas toujours la conscience et l'identité de leurs émotions. Donc, c'est un des grands enjeux qui est d'identifier nos émotions pour après pouvoir les gérer et nous propulser vers des émotions positives à travers des petites pratiques
comme celle que j'ai citée, pour passer de la tristesse à la joie. Top, merci. Alors, je prends. On a une nouvelle question qui a émergé là-dessus. Je prends la. Est-ce que le partage ne permet pas la reconstruction? En réponse là-dessus, Christine, je pense que Guillaume a rebondi un petit peu. Il y a littéralement une logique de cathartique, de se faire accompagner ou de partager. Et en fait, tout dépend dans le bon accompagnement. Je réponds en même temps à ta question. C'est-à-dire que si des personnes, si tu râles et que tu te mets en colère et que la personne en face elle nourrit ta colère, je suis pas certain que le partage soit bénéfique. Donc, il faut se mettre en lien avec des personnes qui vont avoir le discernement pour pouvoir travailler la logique de conscience en fait des différentes phases et que ça soit plus simple. Je prends la question d'Augustin, après on conclura tous ensemble, on remontera en scène avec aussi la production de notre ami Guillaume Danel. Guillaume, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas des profils types de réaction en fait en fond à la courbe du deuil? Oui, il y a des profils types, effectivement. Alors, il faudrait 2 heures pour que je vous décrive les profils types, donc ça va être un peu compliqué. Mais oui, il y a des profils types. Les réactions aux différentes étapes de la courbe de deuil, en fait, elles sont extrêmement individuelles. Elles dépendent beaucoup de nos personnalités. Donc, il y a des profils types. Les psychologues les ont identifiés, les coachs aussi. Et c'est l'intérêt d'être accompagné pour mieux personnaliser la capacité à passer de la phase descendante à la phase ascendante. Et par rapport aux 3 émotions clés, on a forcément une qui va être un peu plus dominante et à laquelle on est un peu plus sensible lorsqu'on est sur la phase descendante. Après, je serais ravi qu'on ait 2 heures de plus pour pouvoir vous la pousser. Et ce que je vous propose, ça va être qu'on puisse prendre un petit temps de conclusion parce que oui, sinon, au-delà de ça, c'était le dernier webinaire du confinement. C'est le 4e que l'on passe ensemble. Et donc, c'est important qu'on puisse prendre un tout petit temps. Et on va, cher Guillaume D, est-ce qu'on passe un petit peu de temps sur ce que tu as produit, tranquillement? Comme ça, tout le monde voit ça et on conclut ensemble avant 8 heures. On avait dit 1h15. C'est un petit peu plus long dans la mesure où on est plusieurs. Je te propose, si tu es OK, de pouvoir commenter et remettre ta vidéo, qu'on te voit, mais on met un visage sur des initiales. Ok. Salut. Me voilà. Oui, j'ai terminé. Alors, il me reste encore le se planter, c'est planter, mais je sais déjà où je vais le mettre. C'est pas tout à fait terminé. J'ai capitalisé avec les 3D et puis la mort versus l'oubli pour une idée et les différents endroits où la mettre. Voilà, prendre la distance qu'il faut avec ses idées, y revenir quand on le sent. Donc la boîte, le puits, le donjon, enfin voilà, mon interprétation. Voilà. C'est trop bien, excellent. Et restez là tous les 3, et puis Guillaume, tu peux te remettre en micro aussi. En tout cas, c'est juste absolument canon ce que tu as pu faire. Merci encore pour l'accompagnement sur les 4 webinaires. C'est très, 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 très cool. Moi, je souhaitais aussi te faire un petit hommage parce que tu es aussi sur le front et c'est important d'en parler. C'est cool. Est-ce que tu nous expliques un peu ce que tu as fait en facilitation graphique? Oui, on a été sollicité par le centre Covidom, qui est un centre d'appel pour les malades du Covid-19 qu'on suit à domicile. Donc, il y a toute une cellule qui a été, plusieurs cellules qui ont été mises en place et nous, on a été sollicité pour venir les aider à soutenir l'activité, à passer des messages forts aux bénévoles qui travaillent dans ces centres et à les aider aussi à garder les bonnes distances, que ce soit sanitaire ou alors par rapport aux patients et qu'ils ne soient pas trop blessés par les contacts un peu difficiles qu'ils ont tous les jours. Voilà, donc une aide logistique, un soutien à l'activité, un soutien moral aux équipes et voilà. Et un immense bravo, parce qu'on a pu avoir le temps de discuter de ce que vous avez pu faire.
Donc toi, tu es au milieu de la photo, à gauche, il y a Viviana et Frédéric aussi à droite. C'est absolument canon ce que vous avez pu faire, un immense bravo, c'est top. Merci. En ce moment, même sur tout ce qui se fait à distance, si vous avez eu le temps de vous taper des réunions interminables sur Zoom ou quoi que ce soit, aujourd'hui, la facilitation graphique, ce que fait Guillaume, ça a encore plus de valeur pour connecter les personnes, en fait, au niveau des échanges sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on se dit, s'appuyer davantage sur du visuel pour ancrer les apprentissages. C'est des métiers qui sont pas forcément connus, mais qui émergent et qui ont énormément de valeur. Donc, parlez-en autour de vous. C'est aussi une façon de retravailler ensemble de manière différente et avec des supports aussi qui vont amener des liens. Et le visuel, ça aide énormément au moment où parfois des gens vont se dire qu'un Google Doc avec du texte, c'est tout simplement un document collaboratif, mais ça n'a rien de visuel, ça aide pas, alors que le visuel aide littéralement à ancrer et à progresser dans le temps. Et un grand bravo à toi et je sais tous les facilitateurs de Co-Designit qui se bougent vraiment le popotin en ce moment, littéralement sur la facilitation graphique, ça a énormément de valeur. Merci, Gauthier. C'est top. Mais le frérot, toi, ton actualité, très rapidement, il y a des choses, ou alors je peux parler aussi de toi. Comme ça, je sais que tu n'oses pas le faire. Mon actualité, c'est de plus en plus de coaching, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont besoin de rebondir par rapport à la période qui est difficile. Parce que j'ai aussi des clients qui ont du temps, malheureusement, parce qu'ils sont en temps partiel, donc ils ont le temps de travailler sur eux. Donc ça, du coup, c'est aussi ce qui me fait travailler. Parce que cette période actuelle a amené des questions existentialistes, donc les coachs sont là pour accompagner sur les réponses. Et parce que les 3 derniers mois ont généré beaucoup d'émotions, plutôt négatives, tristesse par colère, et que c'est important de donner des outils simples pour permettre aux gens de passer de ces émotions négatives à des émotions positives. Donc, du coup, mon quotidien il est sur de plus en plus de coaching, d'accompagnement des managers, mais aussi d'autres personnes. Je sais que tu as fait un peu d'accompagnement autour de soignants aussi, donc c'est top. Bravo à toi aussi là-dessus. Et pour rebondir là-dessus, j'ai été assez choqué que les accompagnements autour des soignants ne se démarrent que 10 jours après la grande période de confinement. Et donc, l'anticipation managériale du gouvernement n'a pas été présente. Donc, il y aura des choses à améliorer. Je suis persuadé. En management. Il y aura un bon retour d'expérience à faire. Je n'ouvre pas de carte ou de logique politique par rapport à ça, mais en tout cas, ce qu'on s'est dit par rapport à l'accompagnement sensible, c'est essentiel, c'est absolument central. On est en train de réfléchir aussi avec le frérot pour proposer une offre en fait sur les approches et innovation et management en fait, amener une lecture qui puisse être double. Moi de mon côté, écoutez, moi le livre était sorti le 11 mars, juste avant le Covid. Au début, les webinaires, c'était une logique de se dire, mais tiens, flûte, je me suis fait shooter mon lancement. J'ai envie de faire un truc pour être visible. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'apporter de plus en plus aux personnes, à des personnes que je connaissais absolument pas. J'ai eu des échanges qui ont été top. Et ça continue. Le fait que vous ayez pu suivre le webinaire, vous allez avoir des nouvelles par rapport à la newsletter, par rapport à ce qui va être développé par la suite. Moi, il y a d'autres webinaires sur lesquels j'ai été sollicité par d'autres organisations qui vont être des moments ouverts. Et je n'hésiterai pas aussi à vous envoyer les différents liens s'il y a des sujets qui sont un petit peu différents. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur de la vulgarisation. Je m'éclate. C'est aussi une philosophie familiale là-dessus. Et merci Gérald, c'est les 3G. Et il est 19h54 et donc les webinaires, moi j'en ferai d'autres. C'est juste que la charge que ça me demande sur le fait de travailler tous les 2 semaines, c'est un peu chaud. Et voilà, en tout cas, on a espéré que celui-ci a pu vous apprendre plein de choses. Pour moi, celui-ci, c'est quasiment central. Ça devrait être amené dans n'importe quelle boîte, entreprise, surtout lorsqu'on démarre des approches d'innovation ou de création. Et donc, c'est absolument central. Et surtout,
Eh ben, écoutez, je vous souhaite une super bonne soirée. On reste pas très loin et C'est cool. Et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, merci à vous. C'est cool. Merci pour vos messages dans le chat. Bientôt pour des nouvelles aventures aussi. On continue pas. On est ultra tranquille. Une bonne énergie. Les initiatives, elles ne s'arrêtent pas. On continue. Les idées, c'est une matière première qui vit. C'est une philosophie, moi, que j'ai, que je souhaite pousser absolument partout. Et le but, c'est que les personnes qui vivent avec elles, et ça aura de la valeur. Donc, continuez à amener ça. Si ça vous intéresse, parlez-en autour de vous. C'est pas Clément, c'est pas de quoi, on s'en fout là-dessus. Mais continuez à avancer et à garder la pêche. C'est cool. Le prochain webinaire, peut-être dans un mois ou deux, je vous enverrai les liens sur les prochains que je vais pouvoir faire. Il y aura peut-être celui-ci qui va se répéter, mais il y en a un ou deux autres qui sont amenés. Et un grand merci à vous, surtout, c'est cool. Et ce sandwich de Guillaume était ravissant. Canon. Merci les gars. C'était un plaisir de faire le point. Merci, Gauthier. C'était cool. Ouais, c'était très cool. Ouais, Très chouette. c'était très chouette, bien fluide. En plus, on s'est bien amusé. On va mettre nos 3 petites bouilles là, comme ça on nous voit ensemble. Ça fait l'équipe. Hop, c'est canon. Bravo Guillaume pour le dessin, c'est incroyable. Ah, merci. C'est C'était super. Très chouette. Super privé. Il y avait du matos là. Ouais, c'était dense. Waouh. Il manque des choses, mais bon, voilà. Ouais. J'essaie de rajouter au fur et à mesure les petites anecdotes, les petites réflexions, voilà. Mais il y avait du... C'était intense. 2 locaux, c'est plus dur que 1 à se priver. Excellent. On va driver 2 et locaux. Ouais. Vous avez vu que je vous ai dessiné en haut, hein. Enfin oui, vous l'avez vu, j'imagine. En haut à gauche sur le scribe, vous l'avez vu? Ah non, Putain, attends. J'ai coupé l'écran pour qu'on voit nos 3. j'ai pas vu moi. Les Blues Brothers. Ouais. Ah, putain. Avec vos flingues. Ash Brothers. Ah ouais, excellent. Ouais. Ouais. Contrairement aux Blues Brothers, mais. Excellent. Très chouette. Hein. J'adore, merci. C'est pas une caricature. Hein. Ouais, non, c'est bon. Gauthier, comme ça, je remets ça en forme. J'ai pas grand chose à faire, mais quand même, je vais faire une petite mise en forme et je te le renvoie demain. Ouais, canon, tu gères. Prends ton temps. Prends ton temps. On est tranquille là-dessus. Ça marche. C'est cool. On s'est rencontrés, Guillaume. On n'a pas échangé beaucoup. C'était un peu speed, mais c'était sympa de voir ta tête. J'avais entendu parler de toi et ravi de mettre un visage. Ce sera avec plaisir de prendre le temps de se connaître un peu plus. Hein. Carrément. Bah, on compte sur Gauthier pour provoquer la rencontre et puis se boire une bière pour quand on pourra à nouveau. Enfin, je sais pas, tu étais basé où, toi, Guillaume? Moi, je suis à Amboise, je suis à 2 heures de Paris. D'accord, ok. Bon, très bien. Eh bien, messieurs, bonne soirée. Encore merci, c'était top. Je prends le dernier message. Il y a Christine qui est en train d'écrire. Il y a Augustin aussi, mais on va bientôt clôturer. Bientôt, bonne soirée à toi aussi. Et une très bonne brasserie en Amboise, Christine, on le note. Et ben, si on se réunit tous les 3 en Amboise, ben, on fera ça. Et Mickaël confirme. C'est top.
Eh ben, super, bonne soirée à tous. Encore merci tous les deux. Et puis, ben, c'était canon. Ciao, ciao, ciao. Salut Guillaume, salut Gauthier. Au revoir. J'espère. À bientôt.